Une question à chacun d'entre vous, parce que vos profils sont divers et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Yann Pitolet, alors vous êtes Nord France Invest, vous attirez de la valeur, des investisseurs, des nouvelles activités. Qu'est-ce que vous piochez là-dedans pour vos plaquettes et votre offre ? Alors c'est plus que des plaquettes, en fait, je vais vous dire, j'ai pas de plaquettes. Ah ouais, c'est mort. Ouais, non, les plaquettes, c'est terminé, on est dans le digital depuis longtemps. D'accord, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Et dans l'action. Non, ce que je retiens, quelques éléments, alors, je reviens sur l'intervention de Joël Gaillet. Il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup là-dedans. Ce que font nos amis irlandais notamment, j'avais repéré ça il y a quelques années, mais vous le savez, c'est payant. C'est-à-dire que les infos qui sont données, derrière, sont rétribuées. J'ai regardé combien ça coûte, je n'avais pas le budget pour le faire. Je vais peut-être maintenant pouvoir y retourner, en demandant, voyez, voilà, si on pioche ce qui se fait ailleurs, voilà quelque chose d'intéressant. Non mais, blague à part, on est dans un métier, l'attraction d'entreprises. Bon, vous savez, les entreprises étrangères dans la région emploient 140 000 personnes. C'est 30%, 35% des emplois dans l'industrie. Donc on ne parle pas de quelque chose de marginal, on parle de quelque chose de fondamental dans cette région. C'est 10% de l'emploi salarié globalement. Chaque année, la région les entreprises étrangères créent 4 000 emplois dans la région. C'est autant que l'Écosse, c'est autant que la Flandre. On est une région des plus attractives d'Europe. La question, c'est comment on fait pour le rester, parce que les autres ne nous attendent pas. Si on continue pas à progresser, Joël Gaillet vous dit la compétition va être féroce. Mais oui, mais absolument, elle est féroce. Elle est féroce. Elle l'est de plus en plus, on le voit bien. Aujourd'hui, on est sur des dossiers sur lesquels on a de plus en plus de concurrence. Mais nous-mêmes, d'ailleurs, on rend la vie compliquée à nos concurrents. On est en ce moment sur un dossier d'une entreprise japonaise qu'on n'aurait jamais dû avoir. Parce que d'ailleurs c'est un élément qui est intéressant, et on revient sur le fameux storytelling, c'est que la France est bien perçue sur tout un tas de sujets, le tourisme notamment, mais en matière d'investissement, c'est pas toujours ça. C'est parfois compliqué. Le droit du travail, la fiscalité, je ne dis pas que c'est la réalité, je parle de perception. La perception de notre système est assez négative à l'étranger. Donc tout notre positionnement, nous, c'est au-delà des éléments très factuels qu'on va donner sur les coûts de production, sur la façon dont on fait des affaires, sur l'écosystème, sur la qualité de la main-d'œuvre et de tous ces éléments, on va essayer de raconter l'histoire, le roman régional. On parle toujours de roman national, on essaie justement d'écrire un roman régional. Et donc la marque Hauts-de-France et ce qu'elle commence à véhiculer, ça parle déjà au marché ? Mais oui, parce que les termes de résilience sont des termes qu'on utilise. Le fait qu'il y a eu 2 guerres mondiales, qu'on s'est effondré 2 fois, qu'on s'est relevé 2 fois, ce sont des choses qui parlent aux gens. Quand on leur dit qu'on est le nord du sud et le sud du nord, qu'on est ici une région qui a j'allais utiliser un anglicisme, je vais rester français, une mentalité quelque part un peu germanique, anglo-saxonne, ça parle aux gens. Parce que parfois, l'autre jour, j'étais dans une entreprise étrangère qui disait « Ah oui, moi j'ai une filiale à Marseille, c'est catastrophique. » Bon, vous savez, moi je ne suis pas d'ici. Moi je suis un méridional à la base. Je suis un immigré dans cette région et content de l'être. Eh bien, je sais ce que c'est que la mentalité méridionale et je peux leur dire, mais attendez, on ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Donc vous êtes ici dans une région qui a une mentalité particulière avec des gens qui ne fonctionnent pas forcément pareil que dans d'autres parties de la France. Donc oui, on utilise ces éléments, on va les utiliser encore plus demain, parce que la marque en question qu'on va construire, c'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, vous avez les actifs, vous avez ActifNet, vous avez plein de choses, et puis il y a ce qu'on appelle le goodwill. Le goodwill, c'est l'immatériel. Mais c'est là-dessus. Voilà, c'est l'immatériel. Et c'est de ça dont on parle. Nous, il y a tous nos éléments matériels qu'on donne. Et à un moment donné, il va falloir qu'on donne de l'immatériel. Alors, c'est vrai que nos investisseurs ne sont pas des grands poètes, ce n'est pas des philosophes. À un moment donné, ils vont regarder le taux de rentabilité interne de l'investissement en bas de la feuille. Mais à un moment donné, il faut aussi emporter une décision. Et le petit truc en plus, parfois. C'est la confiance. Ouais. C'est la confiance. Et c'est une chose extrêmement importante.
C'est quand on est un investisseur, on va regarder comment vont réagir les parties prenantes. Les parties prenantes, ça va être les actionnaires, ça va être les salariés, ça va être les familles, c'est les clients. Comment réagiront les parties prenantes quand ils vont annoncer qu'ils vont s'installer dans les Hauts-de-France et pas en Bavière, pas en Flandre, pas à côté d'Amsterdam ou pas en région parisienne. Donc c'est ça qu'il faut qu'on emporte. C'est cette... Vous avez fait votre retour d'expérience de l'Agence européenne du médicament ? On est en train de le faire, absolument. On est en train, enfin, en tout cas, moi, j'en ai fait un interne, mais pour l'instant, je le garde pour moi, si vous permettez. Je le partagerai avec mes collègues à un moment donné. Il y a Lille et les Hauts-de-France. Hein. Comment ? Je dis il y a Lille et il y a les Hauts-de-France. Oui, bien sûr. Non, mais les retours d'expérience sont importants. Sophie, un commentaire ? Oui, je voulais faire un commentaire sur la qualité du lien à la personne. Une des expressions, c'est aussi l'accompagnement dans les deux régions sur les gens qui veulent s'installer, les entreprises. Ouais. Ça a été mentionné dans les deux régions comme un côté... Alors, on est un peu dans le care aussi, parce qu'il y a un côté enveloppant où on prend en charge tous les aspects. Et vous avez, dans les deux régions, dit que c'était vraiment devenu une expertise technique, mais en même temps, en gardant cette dimension de la personne. Absolument. Donc c'est intéressant. Virginie encore Renaud, un point partagé. Virginie Renaud, directrice de la mission de la troisième révolution industrielle à la région. Alors vous avez été citée à plusieurs reprises. On la cite, la troisième révolution industrielle ? Alors, parlez. C'est un sujet un peu douloureux. Ah. Voilà, je ne l'ai pas... Alors, bien sûr, on la cite pour les gens un peu informés, mais... je dois vous dire que là, dans les focus group, comme moi, ça me semblait évidemment d'emblée un élément très emblématique de la capacité de rebond, d'invention, d'innovation, je demandais aux contributeurs des focus group, pouvez-vous décrire en une phrase ce qu'est Rêve 3 ? Et ce n'était pas un grand succès, cette interrogation, et a fortiori dans les groupes... B2B. Dans les groupes de jeunes. Et j'ai oublié de dire que dans l'enquête, on a interrogé sur la question « Connaissez-vous Rêve 3 ?» Il y avait 73 ou 15% de mémoire qui ne connaissaient pas. Par contre, ceux qui connaissaient comprenaient très bien les enjeux. Et un point très intéressant, ceux qui ne connaissaient pas, quand on leur explique en une phrase ce que c'est, étaient hyper fiers, prêts à être très fiers que la région soit leader dans le domaine. Donc il y avait une sorte de potentiel de fixation de fierté. On le voit aux jeunes qu'on accueille au World Forum, ils sortent de la sur les session, performances. Voilà pour réagir là-dessus. Donc c'était pas très bien perçu par tout le monde, mais par contre un potentiel de fierté. Oui. Mais positif dans ce sens-là. Complètement. Enthousiasme donc on total. peut bosser là-dessus. Alors. En fait, je ne suis pas du tout étonnée, à la fois parce que la troisième révolution industrielle est née en Nord-Pas-de-Calais. Donc les Picards aujourd'hui, ex-Picards, ne connaissent pas encore très bien. Ça fait partie de nos chantiers justement depuis la fusion des régions d'étendre à l'ex-Picardie la troisième révolution industrielle. Je ne suis pas étonnée non plus parce que c'est vrai que troisième révolution industrielle, en une phrase, c'est quand même pas facile. Oui, c'est vrai. Quand on me demande de présenter, je ne fais pas une phrase. Et le nom même ne donne pas forcément... TRI, Rêve 3. On dit TRI. Rêve 3, c'est mieux, c'est de la marque. Ça peut donner plus envie, mais bon, ça ne décrit pas plus que c'est. Voilà. Ceci dit, c'est justement, tout à l'heure, vous posiez la question de qu'est-ce qu'on en fait. Ça a été lancé maintenant il y a quelques années. C'est vrai que ça a été un sujet d'experts, une vision portée par des experts au départ. C'était sur la technologie, c'était les politiques, c'était le monde académique, économique. Bon. Voilà, des gens qui se sont mis dans cette vision avec leur force et leur domaine de compétences, mais assez ciblé et technique. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'enjeu de l'appropriation citoyenne. Ça fait partie de nos chantiers les plus importants et qui démarrent tout juste. Parce que ça peut réussir, évidemment, parce que ça peut donner du sens, ça donne du rêve et résilience, se projeter, etc. Donc ça, on le sent, sauf qu'il y a beaucoup de travail pour que cette appropriation citoyenne se fasse. Et dernier exemple en date, c'est avec la venue de Jérémy Rifkin le mois dernier. Il est allé à Fourmies, donc une ville. Alors, il y a une trentaine d'articles quand même sur le sujet. C'est une ville de 12 000 habitants qui a choisi, et c'est le maire qui a choisi la troisième révolution industrielle comme vecteur de
renouveau dans sa ville qui était 35% de chômage. Enfin, au niveau des indicateurs, c'est vraiment, il part de très très loin. Il a choisi ça il y a 2 ans. Et là, après 2 ans, il y avait des jeunes fiers d'être fourmisiens. Alors c'est un bel exemple, Fourmi. Et un très bel exemple pour toutes les autres villes. Bien sûr. Alors, Rifkin ne va pas venir toutes les Non, semaines. non, mais ce sujet, troisième révolution industrielle, économie circulaire, c'est généreux, c'est du care, c'est du penser demain pour que nos enfants vivent bien. Ça va être facile à mettre en scène, ça ? Après, c'est le problème de l'éparpillement de toutes les actions qui est compliqué à résumer, en effet. Mais par contre, je voudrais souligner très positivement que Rêve 3 a été, pour le coup, pour ceux qui connaissaient, donné comme un exemple de la nouvelle dynamique de l'esprit collectif, en disant que là, sur ce projet-là, justement, toutes les catégories des acteurs du territoire travaillaient main dans la main et que ça a montré un chemin assez exemplaire sur le collectif qui n'était pas forcément la force de la région. Voilà. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est une des caractéristiques de Rêve 3, c'est que tout le monde a sa part de Rêve 3. Voilà. Ah, et oui. ça peut être le L'académie, citoyen, les élus, les associations, une entreprise, une industrielle, start-up, enfin, tout le monde. Oui, voilà, tout le monde peut apporter sa part. Et je rejoins aussi ce qui était dit tout à l'heure sur le gagnant, mais maintenant triple. Et c'est vrai que maintenant, il y a aussi la planète. Et aujourd'hui, les jeunes, là, pour le coup, on n'a pas grand-chose à faire. C'est déjà ancré. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Donc, on y arrivera d'autant mieux. HEI, Rêve 3, ils aiment bien. Et Alors, paradoxalement, juste les Picards répondaient plutôt pas mal par le biais des agro-ressources. Ah oui. Et en fait, voilà, en fait, bien sûr, c'est leur spécificité. ils répondaient pas moins bien bien. que le Nord-Pas-de-Calais. On entre dans le dernier quart d'heure et j'en ai encore 4 à parler. J'aurai encore une question à Anthony aussi. Et on conclura avec Jean-Philippe et le président du CRT. Bah tiens, Valérie Fenot, directrice régionale de l'APEC. Alors, bonsoir. Chaque année, l'APEC fait une étude très sérieuse sur les cadres, l'emploi, l'attractivité. Alors vous, là, de ce que vous avez entendu, est-ce que ça va vous aider à attirer des cadres ? Alors, ce serait la bonne nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a ce travail de fond qui est socle et qui allie à la fois l'identité et puis aussi les tendances. Donc, et les tendances étant très importantes, notamment dans le positionnement des cadres. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'il y a ce travail et puis cette synergie sans doute de l'ensemble des acteurs pour pouvoir travailler l'attractivité dans la région, parce qu'il ne faut pas se cacher non plus, il y a quelques principes de réalité quand même, que les Hauts-de-France sont la 3e région pour les cadres. Alors au-delà des cadres, on peut même parler des talents, hein, comment attirer effectivement et fidéliser les talents dans la région. Donc c'est la 3e région pour les cadres, en l'occurrence, quand même assez loin derrière l'Île-de-France, hein, et Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Et en même temps, c'est une place à conserver, à développer. Les 2 critères d'attractivité pour les cadres, c'est le dynamisme, le développement économique, et puis aussi la qualité de vie. Donc vous avez donné énormément, il y a un vrai dynamisme dans les Hauts-de-France, mais il y a aussi énormément d'atouts en termes de qualité de vie. Et je pense aussi à la jeune génération qui est très, très, très intéressée à ce fameux équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Voilà, donc c'est plutôt, en tout cas, ce sera intéressant de pouvoir capitaliser sur ce travail. Et je crois que ceux qui ont certainement le plus besoin aujourd'hui dans les Hauts-de-France de pouvoir avoir un outillage pour attirer des talents sont les entreprises, sont les recruteurs. Notamment, alors ils doivent travailler à titre individuel en marque employeur, surtout quand ils ne sont pas forcément localisés dans la métropole. Mais je pense surtout aux PME, aux TPE qui doivent aussi recruter des compétences et qui, quand elles ne sont pas notamment localisées dans la métropole, connaissent quelques difficultés. Donc on peut imaginer que ce travail aussi puisse contribuer à les aider à recruter. Vous avez vu l'exemple de l'Alsace, hein, que nous présentait Joël Gaillet tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait. 83 000 boîtes qui se sont appropriées la marque
Oui, alors il était question aussi de l'investissement privé pour pouvoir justement valoriser une région. Je voulais revenir sur la question de la métropole parce que Joël Gaillet disait qu'effectivement la métropole devait gagner en puissance. Alors pour les cadres, c'est déjà c'est un atout de la région, la métropole de Lille. Et alors surtout quand on dézoome et qu'on regarde effectivement ce carrefour de l'Europe. Mais il y a encore sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France ce déficit à la fois d'image et de représentation. Je pense qu'on est aussi essaie un peu de combattre les idées reçues et les préjugés. Jean-Philippe, on pourra voir rapidement, avec tout ce contenu, j'y mets des guillemets, des mallettes pédagogiques, digitales bien sûr, pour les entreprises. Non, mais il leur faut à manger, quoi, pour incarner la marque, incarner tout ça dans leur offre, l'attractivité de leurs collaborateurs. Je le dirais à la fin de la table ronde. Donc c'est oui, mais on oui, annoncerait à la fin de la table ronde. Oui. Oui, ok, 10 secondes, très vite, 10 secondes. Hein. Bon, il en reste 9. Non, c'est pour dire qu'on fait faire tous les 3 ans une étude à KPMG sur l'attractivité de la région auprès des entreprises étrangères. Ça vous a pas échappé. Et cette étude montre bien qu'il y a une dichotomie. Alors déjà, 85% des entreprises étrangères présentes en région sont contentes d'être là, c'est important. Mais il y a quand même une dichotomie entre Lille et le reste de la région. En termes de... Voilà, donc ça c'est prouvé. Hein. C'est sur un échantillon représentatif des 1851 établissements. C'est un sujet. Je vous présente le nouveau directeur de la Maison de la Culture d'Amiens qui prendra ses fonctions le 1er janvier. Alors lui, le territoire, il connaît, l'homme de Lille 2004. Après, il est parti nous faire une infidélité au ministère de la Culture à Paris. Et il revient à Amiens. Alors du coup, là, vous arrivez tout jeune, tout frais, tout neuf. On vous donne tout ce qu'il faut pour cartonner. D'abord, je vous remercie d'avoir organisé cette petite réunion pour mon arrivée, parce que c'est super. C'est-à-dire que ça me donne confiance. On a fait un petit brainstorming pour vous. Voilà. Et donc merci. Non, d'abord, ça donne confiance. Et puis, on se dit, faire véritablement cette région, cette grande nouvelle région, elle a des atouts incroyables. Et tout de suite, je me suis fait une remarque quand on a fait Lille 2004. On s'était dit, la culture ici, c'est d'abord une culture populaire, et il faut d'abord poser des principes simples. Donc on avait dit, on commence par la fête. Et là, je me dis, en écoutant ça, là, maintenant, on commence par l'accueil. Et je crois que ça, c'est vraiment une valeur forte de cette région. Et tout ce que j'ai entendu, pour moi, ça me nourrit énormément sur comment est-ce qu'on doit travailler, avec à la fois, je disais, cette confiance, mais en même temps, un énorme challenge sur comment on fait, comment on va y arriver, et puis comment on dépasse un peu juste après ce qu'on pourrait appeler le côté on est très content d'être ensemble et de partager tout ça et de se dire c'est formidable et voilà, et point. Et ensuite qu'est-ce qu'on voilà. Et en particulier, alors la citation n'est pas de Johnny Hallyday ni de Lynn Renaud, mais elle aurait pu l'être peut-être. En tout cas, c'est une citation que je partagerai volontiers avec tous les représentants, les directeurs de structures culturelles de cette grande région, qu'elles soient des grandes maisons ou des petites, parce que cette fierté, en fait, comme le disait Xavier Bertrand en démarrage de cette réunion, cette fierté, je pense, elle est essentielle si elle est véritablement partagée par tout le monde. Et peut-être que l'un des challenges qu'on a, c'est que cette fierté soit pas simplement celle... Alors, de certains, on pourrait dire qu'il faut qu'on ait une dynamique collective pour la partager dans cette région entre le nord et le sud. Parfois, elle est moins affirmée, on le dit en Picardie, qu'elle l'est dans le nord. Mais j'aurais tendance à dire, ça, c'est quelque chose dont on peut être conscient, on peut travailler dessus. Et puis, moi, je suis là, en tout cas, je me sens déjà amiénois et pour porter fort la fierté picarde ou la fierté du sud, en tout cas de la région. Mais peut-être que la question plus difficile, c'est comment on fait pour que cette modernité formidable que vous nous avez expliquée tout à l'heure, cette modernité de la région, on puisse la partager avec tout le monde. Et le partage de cette fierté, de cette modernité, avec pas seulement dans le nord et le sud, mais entre le nord et le sud un peu symbolique, c'est-à-dire tous les gens qui sont relégués aujourd'hui, tous les gens qui n'adhèrent pas à ça parce que de toute façon ils en sont très loin. Comment est-ce qu'on fait? Et alors c'est vrai pour nos structures culturelles, c'est vrai pour nos entreprises, c'est vrai pour tout le monde. Comment on fait pour qu'ils participent de cette fierté et qu'ils soient au rendez-vous de se dire voilà, on est la plus belle région du monde, puisque c'est quand même ça la conclusion.
Marie Lavandier, elle sort d'une décade incroyable, là, 10 jours pour fêter ses 5 ans. Les 5 ans du Louvre-Lens. Vendredi, vous aviez organisé un colloque pour se poser les questions pour les années à venir. L'offre culturelle est indéniable. Et puis on entendait que la gouvernance du territoire autour du Louvre-Lens commençait à se mettre en place, mais que le coup était encore à jouer pour que ce territoire, pour que le Louvre-Lens joue bien son rôle de levier de transformation du territoire. Alors, ce que vous entendez là, puisque vous l'avez dit vendredi, hein, vous avez dit, moi, mon job là pour les années à venir, c'est d'ouvrir encore plus le musée et de l'ouvrir même au-delà du bassin minier, que ça percole partout dans la région pour mieux faire venir des étrangers. Il y a un point de faiblesse là-dessus. Comment vous voyez les choses avec cette carte identitaire de la région? Alors d'abord, je vais redire comme tout le monde que j'ai été extrêmement séduite, impressionnée, convaincue par le travail qui a été fait, mais aussi que je m'y suis très profondément reconnue, y compris comme d'ailleurs cadre victime de l'attractivité folle de cette région, puisque je suis arrivée, vous le savez peut-être, directement de Nice à Lens, et c'est une région où je rêve personnellement de travailler depuis plus de 20 ans. Et je ne suis pas du tout déçue, ni du voyage. C'est vraiment une région qui, je trouve, emporte, prend sous son aile. Alors, prévenue un petit peu tardivement, parce qu'effectivement, on sortait de cette dizaine de jours de célébration des 5 ans du musée. Je n'ai pas choisi de citation, mais c'eût été aussi Saint-Exupéry et c'eût été... on ne voit bien qu'avec le cœur, non pas qu'il n'y ait pas plein de belles choses à voir, évidemment, dans les Hauts-de-France, mais vous avez montré que profondément, ce qui l'emporte ici, c'est vraiment une région de cœur. Et au cœur de cette région, il y a ses habitants. Il y a ces habitants qui sont incroyables. Et je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai l'intuition, depuis que je suis arrivée, que ce qui va nous distinguer, là je parle pour le Louvre-Lens, mais je pense pour la région aussi tout entière, ce qui va nous distinguer à terme, c'est précisément ce travail avec les habitants. C'est précisément ces habitants-là. C'est précisément d'être ici. Je suis très convaincue de ça. Et vous le savez, ce qu'on essaye de faire au Louvre-Lens, et donc sur quoi on a eu l'occasion de revenir et de partager depuis 10 jours pour nos 5 ans, c'est vraiment ça. Hein. C'est comment dans cette région, on doit faire ce qui ressemble à des grands écarts, mais ce qui finalement n'en sont pas tant que ça. L'innovation, les habitants, la lutte contre toutes les exclusions. Et là, depuis 10 jours au Louvre-Lens, on a vu aussi bien un culturathon avec 160 jeunes entrepreneurs, artistes, geeks qui ont passé 24 heures. Ils ont même campé dans le musée, voilà, pour plancher sur l'innovation en matière touristique. Et puis... à l'autre bout, un loto avec nos voisins de proximité immédiate qu'on était allés chercher en porte-à-porte, et ils étaient plus de 160 à être là. Et entre les deux, évidemment, une programmation culturelle qui allait des fanfares du territoire à Jordi Saval ou Calypso Rose, musique du carnaval. Et tout ça, vraiment, je trouve, porter un petit peu plus loin l'image de ce Louvre qui a choisi de casser les codes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ici, je pense qu'on ne peut pas travailler comme si on était ailleurs. Je pense que l'ensemble des acteurs, bien sûr, il est très important qu'on travaille ensemble. Mais on va tous dire, bien sûr, il faut qu'on travaille ensemble pour y arriver. Mais je crois que travailler ensemble, ça veut dire ne pas faire chacun son métier exactement de la même manière que s'il n'y avait pas ce défi énorme du développement de la région, le développement touristique, mais aussi plus global. Ça veut dire c'est une nécessité. Oui, ça veut dire que moi, je l'ai dit avant-hier aussi, mon équipe, elle a l'interdiction de répondre quand il y a un acteur du territoire qui vient la voir, que ce soit un chef d'entreprise qui veut faire quelque chose avec nous, même s'il ne veut pas nous donner d'argent, parce qu'on travaille beaucoup avec le monde de l'entreprise, au-delà du mécénat, quand on a un acteur du champ social
quand on a un visiteur qui vient, quand on a Pôle emploi qui vient en nous disant « on voudrait faire quelque chose avec vous, comment vous pouvez nous aider à faire notre travail ?» Eh bien, ils ont l'interdiction de dire « ça, c'est pas mon job ». Alors évidemment, c'est propre au musée du Louvre-Lens parce qu'il porte une responsabilité particulière, c'est un rêve. On parlait tout à l'heure de pétitions de 300 personnes. Le Louvre-Lens, une des choses qui a emporté son arrivée ici sur le territoire, c'est évidemment ce désir dont vous parliez très bien, c'est une pétition, c'est plus qu'une pétition, je l'ai dans mon bureau pour tout vous dire, c'est 8000 messages, signatures, messages d'envie, de désir, de rêve d'avenir. Et donc, je trouve que effectivement, cette responsabilité, elle implique, oui, de faire musée un peu autrement, et notamment d'assumer, dans la limite de nos possibilités, et bien sûr en travaillant avec chacun des acteurs des territoires qui ne sont pas les nôtres, territoires professionnels, mais d'assumer aussi ces responsabilités sociales, économiques, sociétales, urbanistiques, qui sont celles du territoire dans lequel on s'inscrit, qui dépassent, même si évidemment le bassin minier est très important pour nous, qui dépasse le bassin minier. Oui, cette étude ce travail va aussi vous aider à vous reposer à tous les bonnes questions, d'ouvrir le champ de votre vocation. Très bien. Je termine avec Anthony. Vous êtes... et bon anniversaire, hein. 5 ans, vous vous rendez compte? C'est bébé, hein. Ouais, donc éditeur de guide touristique. Alors vous en avez fait sur des tas de villes à l'étranger. Oui. 1 ou 2 exemples. On a fait, en fait, on fait des guides assez originaux qui sont des séries de portraits. On ne va pas chercher un guide du routard ou un Lonely Planet. C'est un guide assez impersonnel. On ne sait pas qui l'écrit, on ne sait pas pourquoi il vous recommande d'aller dans tel ou tel endroit. Nous, on choisit une dizaine de personnages dans une destination et on leur demande de raconter. Alors Stockholm, Tokyo, Rio, là, les derniers qui sont sortis, la Havane, qu'on vient de sortir. Donc on arrive avec qu'est-ce qu'il y a, Hong Kong, le prochain qui va sortir. Ici. Et ici, on n'a pas fait encore. Nous, encore une fois, on est une agence. Ça vous donne des idées, là? Bien sûr. Notre métier, ça a été de raconter des histoires en partant de l'étranger, de les raconter pour un public français. Et on a d'ailleurs participé à ce qu'on a vu en Corée, au Japon, en Chine, pour raconter. Et je ne sais pas si on n'était pas là pour donner de l'attractivité au territoire, mais on y a participé par notre travail, pour la télévision et pour l'édition. C'est un peu la même chose à l'envers, effectivement, c'est ce qu'on voit. Tout le monde parle de romans à écrire, il faut donner ce petit truc en plus, cette petite étincelle, il faut l'écrire, il faut la raconter, il faut raconter cette histoire. Je crois que c'est un vrai chantier qui nous passionne, c'est un peu notre métier, donc évidemment on se sent complètement impliqué là-dedans. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un roman à raconter, il y en a plein. Quand on voit une journée comme aujourd'hui, le nombre d'histoires, le nombre d'exemples qu'on a pu voir, il y a des dizaines, il y a des centaines d'histoires, il y a plein de domaines. Dans les marqueurs, je sens se dessiner des parcours, hein. Tout à fait, aussi, évidemment. Elle a presque écrit le truc. Hein. Mais on l'entendait presque à chaque fois, on comprend mieux quand on passe par l'humain, quand on passe par l'exemple, quand on a à partager quelque chose, quand on a à partager aussi des valeurs, de l'émotion et de l'imaginaire. Parce que ça aussi, bien sûr qu'il y a des dispositifs qui sont importants, bien sûr qu'à la fin, le chef d'entreprise va choisir en fonction de son calcul. Mais ce petit truc en plus qui fait qu'on a envie d'aller travailler en Californie ou en Islande, par exemple, aujourd'hui, qui travaille beaucoup sur son image, c'est l'imaginaire. Comment nous, on est capable, en tant que région, en tant que collectif, d'écrire un roman qui permette de développer un imaginaire qui soit ce petit truc en plus. Voilà, en tout cas, et je retiens qu'aujourd'hui, on a découvert plein d'histoires qui permettent de l'écrire. Le storytelling de notre région.